Bonsoir et bienvenue à la revue hebdomadaire de Québec Nouvelle. Alors, cette semaine, on va parler, vous avez dû voir ça passer durant la semaine, l'histoire de la CBC Radio-Canada qui se sont fait mettre une étiquette comme quoi c'était un média financé par le gouvernement sur Twitter. Et bon, là, ça l'a déchiré sa chemise, hein, c'était le gros scandale qu'on les accuse de manquer d'indépendance. Et bon, on va retourner voir ça un peu et tout de suite après, il y a eu la controverse par rapport à ces célébrités qui commencent à se faire retirer leur crochet bleu, encore une fois sur Twitter. Et encore une fois, hein, ça déchire sa chemise, hein, et ça se sent tellement offusqué de se faire ramener de nouveau dans la plèbe et dans cette mort de 100 dents et de grossiers personnages qui forment le public de Twitter. Enfin, on va retourner voir ça un peu, sinon on va parler du troisième lien, hein, évidemment, encore une fois, une promesse de la CAQ, du gouvernement Legault, hein, qui a été brisée. Hein, c'était une immense promesse de campagne. J'ai l'impression que même à ce stade, on peut quasiment parler de la goutte qui fait déborder le vase, hein, parce que c'est pas la première fois que la CAQ revient sur ce qu'elle avait, sur ce dont elle avait fait la promotion par le passé. Hein. On dirait que la CAQ fait tout l'inverse, en fait, de ce qu'elle promet en campagne. On s'attendait que ce soit un gouvernement de centre-droit, pro-économie. Là, on apprend qu'il va faire fermer à peu près 400 commerces de vaping. On s'attendait à ce que ce soit un gouvernement pro-troisième lien. Finalement, il veut faire du transport en commun à la place. Ce qui veut dire qu'essentiellement le projet de troisième lien est fini. On s'attendait à ce qu'il soit anti-woke, hein, il attaquait GND constamment là-dessus, et on en parlait quasiment comme Legault, le néo-duplessiste. Et ben, au bout du compte, il persiste à juste voter en faveur des motions de Québec solidaire, hein, pour protéger la littérature woke d'Élise Gravel, les drag queens dans les écoles, etc. Je veux dire, la CAQ, c'est quoi à ce stade-ci? Au bout du compte, je veux dire, là, on vote juste des unanimités à l'Assemblée nationale. Il semblerait qu'il n'y a plus aucun débat dans la société québécoise, du moins chez les élites politiques. Et puis, bah, c'est ça. Donc, bref, on va retourner voir plus dans le contexte du troisième lien. Pour terminer, je vais parler un petit peu aussi de cette usine Volkswagen là, qui va être en construction en Ontario dont le gouvernement s'est engagé à donner 13 milliards sur 10 ans, donc un montant absolument astronomique. Donc, on va retourner voir ça un petit peu. Donc, c'est ça. Pour commencer, la CBC Radio-Canada. Bon, juste réexpliquer un petit peu. Donc, tout ça a commencé, au bout du compte, c'est Pierre Poilievre, hein, qui avait demandé, dans le fond, à Elon Musk. Il avait dit, il avait fait ce tweet-là en disant on doit protéger les Canadiens contre la désinformation, la manipulation par les médias d'État. C'est quand même surprenant parce que souvent on parle de la désinformation plus par des groupes anonymes ou des trolls sur les réseaux sociaux. Mais là, lui, il revire à l'inverse en disant les médias d'État aussi, hein, peuvent faire de la désinformation et de la manipulation. Bref. Il y a ça là-dedans. Et donc, il dit That is why I'm asking Twitter Elon Musk to accurately label CBC as government-funded media. Donc, c'est pour ça que je demande à Twitter Elon Musk de mettre une étiquette appropriée comme quoi la CBC est un média financé par le gouvernement. C'est un fait et les Canadiens ont droit aux faits. Donc, moi, quand j'ai entendu ça, je dois admettre que j'étais bien content parce que ça fait des années, je le pense. À plusieurs reprises, ça m'est arrivé vraiment souvent. Je pense que c'est en 2020 qu'ils ont commencé à mettre ça, en tout cas sur Facebook, les petites notices en dessous dans le fond, des posts de certains médias qui informent si c'est financé ou contrôlé par un État. Particulièrement, je l'ai remarqué sur des médias russes. On dirait que c'est tous des médias russes. Pour le reste, on dirait que ça a l'air pas mal lousse, hein, leurs critères sur qu'est-ce qui est financé ou contrôlé par l'État. Je le sais que RT, admettons, sur Facebook, ça l'est. J'ai essayé de voir sur Twitter, il ne semblerait pas avoir de notice. Je ne sais pas si ça l'a changé dans les derniers jours. Je ne sais pas si ça l'était par le passé. C'est juste écrit Société du secteur des médias et de l'actualité. Bon, c'est assez flou, mais bref, tout ça pour dire, puis même sur les posts, il n'y a pas vraiment de notice comme quoi c'est financé, mais juste pour donner un exemple de ce que c'est sur Facebook, sur Facebook, là, vous le voyez, c'est clairement écrit Russia State Controlled Media, donc un média contrôlé par l'État russe. Et bref, à chaque fois que je voyais ça passer sur mon fil d'actualité, je me rappelle, ça m'est arrivé souvent d'avoir cette réflexion-là. Je voyais RT passer, State Controlled Media, puis là, je voyais tout de suite après un post de Radio-Canada. Et bon, je comprends que c'est sûr qu'on peut s'imaginer qu'un média russe, ok, c'est un peu plus rough, puis il doit y avoir clairement plus de corruption du pouvoir, disons, puis le pouvoir doit plus imposer de lignes éditoriales, etc. Je ne sais pas, j'ai pas d'air là. Et je veux dire, ils produisent quand même du bon contenu, mais je peux comprendre qu'il peut avoir plus une ligne éditoriale stricte qui est imposée par en haut. Que Radio-Canada. Sauf que, à chaque fois que je voyais ça, je pensais quand même à chaque fois, j'étais là, ouais, Radio-Canada aussi, c'est financé par l'État, c'est aussi
c'est sûr, ça sonne plus beau quand on dit média public, mais au bout du compte, ça reste un média qui est en quelque sorte contrôlé par l'État. Bon, alors, suite à ça, évidemment, ben, vous le savez, hein, Radio-Canada, la CBC ont suspendu leurs activités sur Twitter. Donc, ils ont changé l'étiquette à la CBC. Ah oui, c'est ça, parce que là, il disait on n'est pas financé entièrement, on est financé à 70%. Et là, Elon Musk, dans son côté un peu troll, a rajouté le 70%, l'a changé pour 70% financé par le gouvernement. Ça, je dois admettre que, tu sais, Elon, là, à un moment donné, je suis pas complètement d'accord de juste troller là-dessus. C'est comme soit tu le fais, soit tu le fais pas. Ce qu'on veut, c'est pas troller les médias sociaux, les grands médias nécessairement, mais je trouve que ça manquait un peu de crédibilité de faire ça. Anyway, c'est juste une parenthèse, mais tout ça pour dire que là, ils se sont retirés. Et bon, ils se sont défendus suite à ça. Hein. Ils ont dénoncé l'étiquetage, mais ils se sont défendus. Principalement, leur défense se tournait autour du fait qu'ils disaient notre budget, il est voté à la Chambre des communes. Donc, c'est tous les partis, hein, c'est pas partisan, c'est tous les partis qui votent pour le budget. Donc, notre financement vient d'un vote qui est démocratique. Donc, on peut pas vraiment dire qu'il y a un billet là-dedans. Sauf que, tu sais, on va se le dire, je veux dire, la Chambre des communes, clairement, il y a des majorités qui se forment là-dedans, il y a des guerres, justement, politiques qui se déroulent là-dedans. Donc, les votes de budget alloués à la CBC Radio-Canada peuvent être influencés par des dynamiques quand même militantes. Bon, je comprends que sur le principe, c'est démocratique, mais en tout cas, ça fait en sorte qu'il y a quand même ça à prendre en compte. Sinon, il y a aussi le fait que, bon, elle dit, nous, au bout du compte, on fait juste se soumettre aux normes du CRTC, hein, aux normes de la loi sur la radiodiffusion, et dans le fond, ils se défendent en disant que, tu sais, ils font un travail professionnel, et je les crois là-dedans, tu sais, que, bon, nous, on a notre déontologie journalistique, hein, et on applique à la lettre, hein, dans le fond, le métier de journaliste, et ben, dans ce cas-là, il faut que tu sois indépendant. Hein. On parle du quatrième pouvoir, on n'est pas les marionnettes de personne, on essaie de faire du journalisme indépendant, et ben, c'est ça, neutre, et ils appliquent la déontologie journalistique, justement, qui est inscrite dans la loi sur la radiodiffusion. Mais justement, c'est là où, encore une fois, il faut aller gratter un petit peu plus, parce que ce qu'ils font référence, hein, d'être justement soumis aux normes du CRTC, et le CRTC et la CBC Radio-Canada, dans le fond, sont réglementés par la loi sur la radiodiffusion. Et c'est dans la loi sur la radiodiffusion que là, tu peux quand même voir aussi qu'il y a un angle éditorial qui est mis de l'avant là-dedans. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui va mettre une pression ou coordonner, disons, une pression gouvernementale sur Radio-Canada. C'est juste qu'il y a quand même un angle principal qui est en quelque sorte le mandat de Radio-Canada et du CRTC. Et ben, qui inclut des trucs qui font clairement référence à cette espèce d'idéal canadien trudeauiste en promotion de la diversité, promotion de l'idéal canadien, et donc une perspective nationaliste dans une perspective canadienne, donc pour essayer d'étouffer en quelque sorte les autres perspectives nationalistes. Donc on peut penser là qu'il y a une promotion en quelque sorte du fédéralisme canadien. Il y a aussi une promotion, comme je vous dis, hein, du multiculturalisme, de l'expression, etc. Bref, tout ça pour dire que justement, pour écrire un de mes articles comme ça, j'étais allé voir, bon, vous me direz, c'est Wikipédia. Lire une loi, c'est tellement un verbiage juridique qui est lourd que bon, moi tout ce que je voulais c'est le mandat très clairement, et il était justement sur Wikipédia, mais comme vous voyez là je suis sur la page en anglais, et je trouve ça spécial parce que là je vais aller voir la page en français, et puis là je peux vous confirmer qu'en début de semaine il y avait une page français. J'allais sur ça, le Broadcasting Act, et puis je me disais, ben, on est un État bilingue, donc évidemment que quelqu'un a fait une traduction. Eh bien, là, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a supprimé la page sur Wikipédia? Parce que je vous le dis, en début de semaine, il l'avait. Et je suis même allé voir, même faire une recherche. Résultat de la recherche, loi sur la radiodiffusion. Il n'y a plus rien qui existe à ce sujet sur Wikipédia. Bon, en tout cas. C'est pour dire que, bon, je vais retourner dans mon article, justement, où j'en parlais. Et ben c'est ça. Donc je dis, en effet, outre les provisions pour s'assurer du bilinguisme des médias au pays et d'une couverture régionale adéquate, bon, hein, la loi fait en sorte que les médias, il faut qu'on couvre toutes les régions, il ne faut pas qu'il y ait personne de laissé de côté, et il faut qu'on parle justement que ce soit bilingue pour que justement les francophones autant que les anglophones puissent avoir un média qui a de l'allure. Donc c'est pour ça qu'il y a la CBC qui est anglaise et Radio-Canada qui est français. Donc ça, c'est des provisions qui sont dans la loi qui sont évidentes. Mais la loi stipule aussi le devoir de faire une promotion principalement et typiquement canadienne. Je dirais que déjà, c'est... Déjà, on voit qu'il y a un certain angle dedans. Hein.
c'est-à-dire que si je fais quelque chose qui n'est pas typiquement canadien, est-ce que j'enfreins les normes du CRTC? Est-ce que Radio-Canada a le droit de faire quelque chose qui ne serait pas typiquement et principalement canadien? Bon, vous me direz, c'est extrêmement flou. Hein. On comprend que le but, c'est que il faut que ce soit des médias qui représentent le Canada, en quelque sorte. Maintenant, ils disent de contribuer activement à l'expression culturelle et à l'échange des diverses formes qu'elle peut prendre. Donc là, on voit un petit peu une tendance plus vers le multiculturalisme. Là, il faut l'expression culturelle. C'est pas multiculturalisme nécessairement, mais en général. Hein, contribuer. Donc, il y a quand même un truc normatif. Hein, il faut contribuer à la chose. Après, contribuer au partage et aux consciences d'une identité nationale et finalement refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada. Donc, bref, ça pour dire que le mandat de Radio-Canada est quand même clairement enligné sur, comme je vous disais, cet idéal d'un Canada trudeauiste, hein, le fameux Canada, d'un, la promotion du fédéralisme, la promotion de cette identité canadienne, hein, les peuples fondateurs, etc. Et de deux, le côté multiculturel et multiracial du Canada, donc la promotion de cette vision multiculturaliste qui est insérée dans les chartes canadiennes, etc. Tout ça pour dire que Radio-Canada a quand même un mandat qui est assez clair de promotion du fédéralisme, du multiculturalisme et tout, et donc ça fait en sorte que c'est ça, c'est pas une ingérence, disons, au quotidien dans leur travail, mais c'est un média qui va être biaisé en faveur des politiques fédérales et particulièrement, si on regarde ça, c'est des idéaux qui sont plus portés, admettons, en ce moment, par le Parti libéral. Donc, nécessairement, peut-être que le Parti libéral bénéficie plus de cet angle-là qu'il y a dans la loi sur la radiodiffusion. Bref, tout ça pour dire que de dire que c'est complètement neutre est faux. Je ne suis pas en train de dire que c'est une immense pression et que c'est le média le plus biaisé au monde, mais tu sais, justement, Mathieu Bock-Côté en parlait, il nommait une liste énorme de personnalités, de commentateurs québécois qui clairement ne cadreraient pas dans les lignes de Radio-Canada. Donc, évidemment, on le sait que Radio-Canada, il y a un angle, il y a une manière de faire les choses. Et c'est ça. C'est pour dire que c'est, encore une fois, c'est une défense où, dans leur défense, ils nous présentaient un peu les éléments pour déterminer que il y a certains biais qui viennent du gouvernement dans votre application. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer aussi que, par rapport à la loi C11, puis tout, là, qu'on veut subordonner le web, dans le fond, aux normes du CRTC, on revient avec le même problème. Si on a un problème avec ça, c'est clairement parce qu'il y a une ligne dans les normes du CRTC qui sont la promotion du fédéralisme, du multiculturalisme, etc. et qu'on ne veut pas ça sur le web. On veut que le web soit complètement indépendant. Donc, si ça cause problème dans l'application de la loi C11 sur Internet, manifestement, si tu l'appliques pour des médias grand public, justement, c'est qu'il y a une ligne là aussi. Je veux dire, il y a un léger manque d'indépendance, disons, de Radio-Canada à ce niveau-là. Bon, bref. Là, tout ça pour dire que, c'est ça. Finalement, Elon Musk a décidé d'enlever la notice, mais Radio-Can et la CBC ont dit qu'il allait pas revenir tout de suite. En tout cas, il allait attendre parce qu'il y avait de l'instabilité sur la plateforme. Bon, en tout cas. Tout ça pour dire que là, après ça, c'est ça, ça l'a engagé, c'est pas nécessairement une conséquence directe, mais là, dans les jours d'après, là, Twitter, tu sais, qui avait annoncé que, dans le fond, il fallait payer 8$ pour avoir un crochet bleu sur Twitter. Donc, un crochet bleu qui est apparu aussi dans les dernières années. C'était une manière, dans le fond, de mettre un visage sur les comptes, hein, qu'on s'assure qu'il n'y ait pas des comptes qui soient juste, dans le fond, des comptes anonymes de trolls ou ci ou ça, ou qui ferait des campagnes de désinformation. Le fait de pouvoir associer une personne et de confirmer, telle personne est vraiment cette personne-là, ça rajoute un petit peu de transparence. Mais c'est ça, surtout aussi, c'était pas nécessairement pour contrer la désinformation autant que, admettons, si quelqu'un ferait un autre compte Guillaume Lepage, le fait d'avoir le crochet permettait de certifier, non, le vrai compte de Guillaume Lepage, c'est lui avec le crochet bleu. Donc, bref, tout ça pour dire, là, justement, à l'exemple Guillaume Lepage. Guillaume Lepage a annoncé, il dit, je vais laisser ce message jusqu'à ce soir pour la séance. Il a fallu que j'aille voir justement une prise d'écran parce que oui, il l'a supprimé. Il est temps de quitter Twitter parce que M. Fusée, Elon Musk, vient de me retirer mon petit crochet. Seulement 6% des Québécois utilisent Twitter. Bon, je peux pas aller vérifier. Mais ça inclut 100% des morons. Hein, ce qui est trop. Payer pour se faire insulter, c'est non, faut pas charrier quand même. Merci à mes amis abonnés avec qui j'ai discuté. Bref. Et le seul commentaire que j'ai fait là-dessus, je vais le reconnaître. Sérieusement, ça va y faire du bien. Parce que
Guillaume Lepage était une des personnes les plus toxiques sur Twitter. Je veux dire, il traitait le monde de calice, de folle, de style moron, de ci, de ça. Vous avez sûrement vu, hein, il y a une prise d'écran aussi qui circule avec tous les commentaires qu'il avait dit. Je me rappelle c'était par rapport à un truc en particulier que là, il s'était lâché louche puis il répondait à tout le monde. Mais même en général, il avait une attitude extrêmement toxique. Et ça, ben justement, peut-être que ça va y faire du bien de quitter Twitter. Hein. Peut-être que juste passer un petit mois ou deux loin des réseaux sociaux. Tout le monde le sait que être constamment sur Internet, ça affecte la santé mentale, puis ça rend particulièrement aigri, toxique, etc. Parfois, c'est mieux de prendre un recul. Donc, je veux dire, je souhaite le plus grand bien à Guillaume Lepage. J'espère qu'il va en profiter, puis qu'il va justement prendre le temps de peut-être faire une introspection. C'est ça que je disais, là, il y a du monde qui me commentait, puis qui disait, tu rêves en couleur, etc., de penser ça. Mais bref, dans tous les cas, ça peut jamais nuire qu'une personne quitte les médias sociaux. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à Martineau, qui est un petit peu semblable, qui dit constamment que les réseaux sociaux, c'est tellement plein de gens morons qui insultent puis qui n'ont aucune classe, etc., etc. Puis quand tu regardes le compte de Martineau, t'es comme, ouais, le gars, il passe son temps à juste traiter tout le monde de moron, etc. Donc, c'était ce que je commentais. Souvent, on dirait que les gens qui sont les plus toxiques sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui accusent les autres d'être toxiques. Donc, vu que les autres sont toxiques avec moi, ben moi, je vais être encore pire. Puis c'est ça, c'est à partir de ce moment-là que, sérieusement, il faut prendre un pas de recul, puis il faut juste comme quitter les réseaux sociaux. Si vous êtes rendu au stade où vous êtes aussi fâché que vous traitez l'ensemble de la population de morons, ben quittez, prenez un petit break, puis c'est correct, puis revenez quand vous aurez, quand vous serez capable un petit peu de moins tout prendre personnel, puis juste quand vous réaliserez que c'est le web. Tu le sais même pas, tu sais, si c'est un enfant de 4 ans, bon, j'exagère peut-être, mettons, un enfant de 10 ans, 13 ans, mettons, qui vient d'écrire genre, hey, Guillaume Lepage, c'est un gros con, puis tout, puis le Guillaume Lepage, il est donc ben moron, lui, c'est pas tous des mononcles, là. Je veux dire, sur le web, tu sais pas qui peut t'écrire, donc... Bon, une raison de plus qu'on pourrait dire que justement le crochet bleu est utile, mais bon. Tout ça pour dire, bon, maintenant il y a aussi Gino Chouinard, hein? Même chose. Ah ben, plus de crochet bleu, moi et tout. Parfait, laissons donc toute place à la désinformation et à ses adeptes. Et c'est ça, cette espèce d'impression pour eux qu'à partir du moment où vous nous donnez plus ce caractère un peu intouchable, je suis un compte certifié, et que là c'est comme si on ouvrait les portes de la désinformation et là, tous les morons vont prendre le dessus. C'est comme s'ils s'imaginaient qu'ils étaient les seuls à détenir comme la science infuse ou quelque chose. Et comme je vous disais tantôt, le crochet bleu, c'était plus pour s'assurer que le compte Gino Chouinard, c'est vraiment lui. Puis je peux comprendre que oui, tu sais, je vois pas vraiment l'intérêt d'enlever les crochets. En tout cas, Elon Musk veut essayer de capitaliser là-dessus, je présume. Mais d'autant plus, si t'es une célébrité, t'es capable de payer 8$. Franchement, c'est complètement ridicule. N'importe quelle organisation, je veux dire, c'est correct, tu peux payer 8$. Là. Le nombre d'abonnements qu'on a à faire de nos jours sur plein de plateformes, ne serait-ce que pour faire des podcasts, pour faire de l'édition, Microsoft Office, etc. Je veux dire, Microsoft Office, c'est à quoi? C'est à peu près 9$ aussi par mois? 7$? Quoi tu sais? Donc, je veux dire, si tu es capable d'avoir Microsoft Office pour 7$, je pense que tu tiens à tout prix à avoir ton crochet bleu, ben, tu peux payer 8$. Puis après, est-ce qu'il va vraiment avoir comme une vague de gens qui vont vouloir se faire un compte à la place de Gino Chouinard, genre voler l'identité de Gino Chouinard? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est vraiment une crainte que t'as, Gino, que genre on sache plus que c'est vraiment toi puis que c'est vraiment ton compte? Franchement, Gino. En tout cas. Bon, tout ça pour dire que c'est ça. Ça fait encore la crise. Ah, d'ailleurs, il y a eu des memes absolument incroyables la semaine, hier en particulier. C'était drôle hier. Il y avait beaucoup de memes qui sortaient. Il y avait ça. Moi qui conforte, moi qui réconforte une célébrité qui vient juste de perdre son crochet bleu. You're just like me, trash. T'es juste comme moi, un esti de moron, une plèbe. Hein? Donc, re-bienvenue parmi la plèbe. En tout cas. Et là, ben c'est ça, c'est au bout du compte aussi, c'est comme ils s'auto-cancellent. Hein. Là, il y a Radio-Canada qui s'auto-cancelle, qui quitte la plateforme. Guillaume Lepage qui s'auto-cancelle, qui quitte la plateforme. Je veux dire, tant mieux à ce stade-là. C'est comme ils se font même pas canceller, puis c'est eux-mêmes qui se retirent de la plateforme parce que ça serait instable. À un moment donné, là, cette espèce de gravité comme quoi on est les seuls détenteurs de la vérité, il faut se calmer les nerfs un peu. Là. Les médias sociaux et le web ont fonctionné très longtemps avant qu'il y ait les crochets bleus, les fact-checking et toutes ces affaires-là. Vous me direz, oui, mais ça a été mis en place pour une raison. Ouais, mais ça a été abusé aussi dans plein d'autres manières. Donc, c'est vraiment pas parfait. Le web est pas parfait. Le web est un peu une espèce de Far West. Et ben, ça implique justement qu'il y ait,
c'est la liberté totale. Hein? Si tu veux de la liberté, ben, ça implique une prise de risque, ça implique le fait que tout ne peut pas être parfait sur les réseaux sociaux. Donc, arrêtez de vous plaindre puis de vous canceller vous-même. Ben, en fait, continuez à vous canceller vous-même si vous voulez. Prenez des bonnes vacances, prenez des bonnes respirations, allez faire de la randonnée, de quoi du style. Puis revenez-nous quand vous serez capable d'arrêter de traiter l'ensemble de la population comme des estis de morons, comme vous le faites à peu près 24 heures sur 24 depuis quelques années. Bon, bref. Tout ça pour dire. Maintenant, on va parler un petit peu du troisième lien. Donc, comme je vous disais, hein, une promesse de briser, encore une fois, par le gouvernement Legault. Je veux dire, ça fait plus aucun sens à ce stade-là. La CAQ contredit ou va à l'encontre de tout ce qu'elle a promis dans les dernières années. Hein, on se rappelle, c'est censé être le parti de centre-droit, anti-woke, qui est pour le développement de l'économie, même avant qui était pour l'exploitation des ressources d'hydrocarbures, etc. Maintenant, son seul axe pour le développement du Québec, c'est la décarbonation. Il est rendu complètement soumis au grand dogme vert et l'ensemble de la société doit transitionner le plus rapidement possible vers les énergies vertes. Et d'ailleurs, je le dis tout le temps, ce n'est plus une transition à ce stade-là. Vous êtes en train d'essayer de forcer une révolution chez les gens parce qu'une transition, c'est censé être transitoire, c'est censé être étape par étape. Là, ce que vous faites, c'est dire du jour au lendemain, bon, à telle date, disons, on vous laisse encore 10 ans, mais après ça, ça va être fini, les voitures électriques, etc., etc. Nous, c'est rendu des échéanciers très, très serrés pour décarboner le plus rapidement possible. Et, ben, c'est plus une transition à ce stade-là. Bon, bref, je m'égare un peu, mais tout ça pour dire que la CAQ ne représente plus rien de ce qu'elle représentait. Avant, elle disait, on va exploiter nos hydrocarbures. Finalement, elle est rendue ultra vert. Tout est une question de décarboner l'économie. Elle disait qu'elle était pour l'économie, là, cette semaine, justement, ils vont bannir là, les vapes avec des saveurs, etc. Et là, ça fait en sorte que ça va carrément faire fermer quelque chose comme 400 entreprises de vape. Là, le projet de troisième lien. Et aussi, c'est ça, dans les derniers temps, il y avait aussi Legault qui est censé être comme un espèce de Duplessis, néo-Duplessis, qui critiquait constamment GND et qui s'affichait clairement, moi je suis contre le wokisme. Et qui, là, dans les derniers mois, a voté en une motion qui a été présentée à l'Assemblée nationale par la QS, qui a voté ça à l'unanimité, une motion pour soutenir, dans le fond, la littérature woke d'Élise Gravel, et qui avait été bannie dans les écoles dans certaines écoles américaines, du moins. Et là, on dénonçait la censure, etc. Et le gouvernement Legault est clairement pas allé lire les livres. C'est des livres ultra woke. Et pourtant, c'est censé être le parti qui est contre le wokisme et qui fait une motion qui veut rien dire, juste condamner ce qui se passe aux États-Unis. De un, c'est pas de nos affaires ce qui se passe aux États-Unis. De deux, je pensais que tu étais contre le wokisme. Ben, clairement, là, tu supportes de la littérature woke. Motion à l'unanimité. Maintenant, une autre motion à l'unanimité, cette fois-ci pour défendre les drag queens, puis pour dire le Québec est une société ouverte et tolérante et on défend les drag queens. À ce stade-là, François Legault et Justin Trudeau, c'est même pareil. Je veux dire, c'est quoi la différence? Je veux dire, il est rendu avec le même verbiage, décarboné, ouverture, inclusion, diversité. Je veux dire, il applique absolument tous les trucs les plus de gauche, les plus woke, qu'on a dans la société. Et là, bref, comme je vous dis, cerise sur le sundae, en quelque sorte, ou plutôt la goutte qui fait déborder le vase, parce que c'est pas très positif. Mais là, il a annoncé que finalement, le troisième lien, la dernière mouture, c'était censé être un lien autoroutier et un autre tunnel pour le transport en commun. Eh bien là, il abandonne le tunnel pour les voitures et ça serait censé être seulement du transport en commun. Alors moi, ce que j'ai commenté sur ma page, c'est qu'évidemment, quand tu penses à ça, c'est quasiment comme si on nous dit... Parce que là, il y a le projet de tramway qui est en parallèle de ça, tu sais. Si tu me dis qu'il n'y a plus de passage autoroutier avec le troisième lien et que ça va être juste du transport en commun, c'est comme si tu dis on abandonne le troisième lien et on fait juste rajouter quelques milliards sur la facture du tramway. Là. Parce que je présume qu'ils vont sûrement prioriser que ce soit le tramway qui passe, à moins que si c'est des bus qui passent peut-être, mais tant qu'à creuser en dessous du fleuve, aussi bien que ce soit un tramway, right? Fait que dans tous les cas, c'est comme si tu es en train de nous dire... Là, c'est pas juste un changement du projet du troisième lien. T'es pas en train de créer un troisième lien. T'es juste en train de créer t'es juste en train de rajouter un bras sur ton réseau de transport en commun. Donc, potentiellement, justement, le tramway. Donc, le tramway qui est déjà quand même assez coûteux. Donc là, c'est rendu que... Ben c'est ça, c'est comme si on gonfle la facture du tramway, ou en tout cas pour le transport en commun dans les prochaines années. Et on n'a pas les bénéfices d'un lien autoroutier. Et d'ailleurs...
le maire de Lévis et une bonne partie justement de la population et tous les gens qui étaient en faveur du troisième lien, sur la rive sud particulièrement, se sentent particulièrement trahis là-dedans. Parce que les gens de la ville de Québec n'ont pas nécessairement besoin d'aller à Lévis, hein, puis justement, c'est un petit peu le point. Hein. On voulait faire un troisième lien pour justement rassembler en quelque sorte les deux villes, faire en sorte qu'il y ait plus d'interdépendance entre les deux villes, hein, de complémentarité. Mais en soi, les principaux bénéficiaires du troisième lien, c'est clairement plus les gens de Lévis, les gens d'affaires, les développeurs, les entrepreneurs, etc. Et tous les gens, en quelque sorte aussi, toute la région Chaudière-Appalaches, en plus vers l'est, même jusqu'au bas du fleuve, c'est tous ces gens-là qui auraient bénéficié justement d'un lien plus direct avec la ville de Québec, avec ses centres industriels aussi. Mettons, si on prend les centres industriels autour de Charest ou maintenant autour de Beauport, etc., c'est tous eux qui auraient bénéficié de ça, d'avoir un lien plus direct. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, je sais pas pourquoi, là, on dirait depuis quelque temps, c'est rendu que je commence à apprécier Thomas Mulcair. Il fait des bonnes sorties depuis quelque temps. Mais qui disait justement, et que je suis complètement d'accord avec lui, il disait comment justifier que pour la moindre livraison d'une pièce de machinerie entre un atelier de Beauport et la Davie, on soit toujours obligé de se taper des vingtaines de kilomètres alors que c'est juste en face. Eh bien, je l'ai calculé, hein, c'est pas mal plus qu'une vingtaine de kilomètres. En tout cas, c'est 2 vingtaines, effectivement. C'est 42 kilomètres si tu pars, admettons, du secteur seigneurial pour aller jusqu'à la Davie. Et à vol d'oiseau, c'est 6 kilomètres. OK, fait que c'est comme si on a deux endroits qui pourraient bénéficier à être plus interconnectés, qui sont seulement à 6 km et qui doivent faire 42 km à la place. C'est des distances qui sont énormes. Donc, justement, je ne sais pas si vous l'aviez écouté, mais dans une autre vidéo, je vous expliquais en quoi c'est pas juste une question de trafic. C'est pas juste une question de trafic, c'est une question de développer la ville, puis de la développer d'une manière plus cohérente, plus autour du centre, que là, en ce moment, ce qui se passe, que là, elle se développe autour des ponts à 7 km du centre-ville. Donc, bref, et là, la CAQ, leur argument, c'est de dire que les études post-pandémiques démontrent qu'il y a une baisse nette de l'achalandage, probablement à cause du télétravail ou des affaires du style, puis que là, ça justifie que dans le fond, on abandonne le projet. Ça, c'est un projet que les gens de la ville de Québec, puis les Québécois en général, pensent depuis les années 70. Je veux dire, ça fait des années, puis le but est de développer la ville. Le but aussi est de s'assurer, parce que la population va augmenter, donc nécessairement, OK, l'achalandage baisse, mais est-ce qu'on va vraiment baser toute la vision du développement de notre ville sur des études post-pandémiques? Dans le fond, sur des études qui se sont faites pendant le temps de rémission après un des épisodes les plus bouleversants pour l'économie mondiale. On vient d'avoir une pandémie, c'est normal que les années d'après, ça ne va pas être exactement la même chose que ce que c'est, dans le fond, dans une période normale. Donc là, on est en train de baser nos études sur les quelques années après cet événement-là catastrophique. Ça fait aucun sens. Comme je vous dis, le projet, on le pense depuis les années 70. On n'a pas de besoin d'études sur la rémission de la pandémie pour savoir comment on veut développer notre ville. Et encore une fois, comme je vous dis, c'est pas juste une question de trafic. C'est pas juste une question de trafic. C'est une question de développer la ville comme du monde. Donc, encore une fois, puis la CAQ qui était d'accord avec tout ce que je dis là, je comprends pas pourquoi elle revient complètement... c'est qu'on dirait que la CAQ a pas de colonne. C'est un parti qui n'a pas de colonne. Tout ce qu'elle promet, elle ne le fait pas. Et je leur reconnais que peut-être qu'ils ont eu du courage au moment de la Charte des valeurs. La Charte sur la laïcité, je ne me rappelle pas laquelle s'appelle quoi, là, entre le projet de Pauline Marois ou l'autre, mais en tout cas, la laïcité de l'État. Et même là, c'était plutôt boiteux, mais c'est la seule espèce de moment de courage qu'il y a eu. Puis on dirait qu'après ça, toutes les politiques de la CAQ, c'est complètement... c'est juste complètement l'inverse de tout ce qu'ils ont promis. Je pense que pour beaucoup de monde, ça va être un peu la goutte qui fait déborder le vase. Il y a beaucoup d'élus aussi dans la région de Québec qui ont quasiment promis leur siège pour... je veux dire, ils ont mis leur siège en jeu pour ce projet-là de troisième lien. Donc, on a vu Drainville pleurer, etc. Mais... non, c'est une des choses que là, la CAQ, ça commence à être un petit peu impardonnable, là, tout ce qu'il est en train de faire. Et d'autant plus que elle a 90 sièges à l'Assemblée nationale. Je veux dire, elle n'a aucun risque à appliquer ses politiques. Je veux dire, on élit un parti habituellement aussi fort comme ça parce qu'on veut qu'il mette en application ses politiques. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'en ce moment, la CAQ est incapable d'accomplir quelconque projet
alors qu'elle a une des députations les plus massives qu'il y a eu à l'Assemblée nationale depuis des décennies. Ça fait aucun sens, aucun sens. Et je pense aussi que c'est en lien avec cette espèce de société unanimiste là, qui s'est mise en place avec la pandémie où on doit tous être d'accord, il n'y a pas de chicane dans la cabane, là, on doit tous être d'accord tout le temps. Là, c'est parce qu'à un moment donné, il faut en revenir. Là. C'est important d'avoir des débats, d'autant plus que, tu sais, je vous parlais tantôt, admettons, l'affaire sur les drag queens. Ça divise la société, ce débat-là. Mais quand l'Assemblée nationale vote à l'unanimité, puis il y a Régine Laurent qui après ça vient nous dire fermez vos gueules, puis tout, c'est parce que si les politiciens font pas la job à la place de la population de débattre pour nous, là, ça va être la population qui va se battre entre elles, là, qui va se débattre entre elles. Puis c'est comme si c'est comme si les sphères politiques s'en lavent les mains quand ils votent des unanimités comme ça. Je veux pas que tu votes l'unanimité, je veux que tu défendes la position, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Je veux que la gauche défende leur point, je veux que la droite défende leur point. Je veux pas voir d'unanimité. Ça sert à quoi d'avoir un parlement si c'est juste pour avoir des unanimités après unanimité après unanimité? D'autant plus que, comme je vous dis, un gouvernement qui aurait la liberté d'agir en ce moment. Là. Donc, bon. C'est pour dire le troisième lien, encore une fois. Et Thomas Mulcair aussi qui parle du fait que il dit que, tu sais, Legault, il dit, quand ça fait son affaire pour l'aider à se faire élire, François Legault évoque avec poésie notre deuxième métropole en parlant de Québec. Puis là, il dit, mais tu sais, on a voulu être pragmatique. Puis là, il fait de l'ironie en disant, ouais, ils sont tellement pragmatiques que c'est ça, ils sont si pragmatiques qu'au lieu d'une deuxième métropole, ils traitent la ville de Québec comme un village. Hein, c'est comme et c'est vrai que c'est ça un petit peu le but. C'est comme, est-ce qu'on veut stimuler l'économie de la région? Est-ce que c'est juste une question de régler le trafic? Non. La question, c'est justement, on veut une deuxième métropole, on veut stimuler l'économie régionale autour de Québec. Et donc, c'est pour ça qu'on veut le troisième lien. Mais le Legault, justement, pour se défiler, là, dit, il n'y a pas assez d'achalandage à cause du télétravail puis tout. Une situation qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 5-10 ans. Là. Je veux dire, là, on se remet d'une pandémie. C'est normal que l'économie est un petit peu bouleversée et que ça ne marche plus exactement comment ça fonctionnait. Mais ça ne veut pas dire que la Ville de Québec n'a pas plus de besoins de développement et de nouveaux transits pour éviter d'avoir à faire des quarantaines de kilomètres juste pour passer d'une ville à l'autre. Là. Ça n'a juste pas de bon sens à ce stade-là. Bon, je m'emporte un peu. Sinon, on va parler, c'est ça comme je vous disais, de l'usine Volkswagen qu'ils vont construire en Ontario. Et là, le fédéral vient d'annoncer que sur 10 ans, ils sont prêts à mettre jusqu'à 13 milliards. Donc, c'est un montant qui va moduler, mais ils vont mettre jusqu'à 13 milliards. Et c'est absolument ahurissant comme montant. Renaud Brossard de l'Institut économique de Montréal faisait le calcul parce que je pense que c'est quelque chose comme 4000 emplois qui vont être créés avec cette usine-là ou quoi du style. Donc, il a fait le calcul pour démontrer que les 13 milliards, au bout du compte, ça équivaut à investir 4,3 millions par emploi créé. Donc, c'est assez ahurissant. Là. C'est comme si on payait 4,3 millions juste pour créer une job. Le gars qui a sa job, j'espère qu'il va être reconnaissant parce qu'il est cher payé en maudit sa job. Et il faisait aussi un autre parallèle qui était assez ahurissant aussi. Il disait, mettons juste ça en perspective, le 13 milliards, c'est 800 millions de plus que ce que le gouvernement du Nouveau-Brunswick va dépenser cette année. Donc le gouvernement du Nouveau-Brunswick dépense 800 millions de moins que ce qu'on va donner à Volkswagen cette année. donc il dit, c'est ça, c'est comme si Ottawa donnait à Volkswagen plus que le budget du Nouveau-Brunswick en échange de... c'est 3000 jobs en fait, comme je vois là. Et donc bref, c'est ça. Maintenant, pour ce qui est de la logique, pourquoi est-ce qu'il donne 13 milliards Pourquoi il donne 13 milliards? C'est que la logique est que, d'un, juste refaire un petit retour, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez qu'en fait, le projet de cette usine-là était prévu pour Québec, pour le Québec à la base. Hein. Il y a eu des négociations avec Pierre Fitzgibbon dans les derniers mois, et on voulait l'implanter dans la région de Montréal ou de quoi du style. Et là, dans les négociations, ça ne marchait pas vraiment, parce que je pense qu'ils voulaient, dans le fond, il y avait besoin d'avoir un branchement électrique d'ici comme 2029, je pense, 27 ou 29, de quoi du style. Et l'enjeu était que Hydro-Québec n'avait pas les capacités de transporter autant d'énergie dans la région aussi rapidement. Donc, le temps de tout construire les lignes et tout. Donc, Fitzgibbon, il disait, c'est pas nécessairement qu'on n'a pas l'électricité. L'électricité est là comme au Labrador, quelque part dans le nord du Québec. C'est juste qu'on n'a pas les moyens d'amener l'énergie assez rapidement pour qu'eux, ils construisent leur usine puis
selon l'échéancier qu'eux se sont fixés. Après, il avait parlé de peut-être l'implanter aussi à Sept-Îles ou quelque chose du style. Mais bon, là, il trouvait ça un petit peu audacieux parce que en termes il n'y avait pas nécessairement assez de population là-bas pour remplir, disons, les emplois créés ou de quoi de style. Bon, c'est pour dire que finalement, ben, ça s'est en allé en Ontario. Mais même là, Volkswagen, le Canada n'était pas les seules places avec qui ils négociaient. Et la raison du 13 milliards, c'est qu'en fait, et c'est ça, on le savait que le fédéral allait investir quelque chose dedans, mais on ne savait pas exactement comment ça allait être. Puis la raison de ça, c'est parce qu'en ce moment, à cause de l'Inflation Act, Reduce Inflation Act, ou de quoi de style aux États-Unis, une loi votée pour contrer l'inflation, et donc qui fait en sorte qu'il y a comme, dans le fond, des incitatifs à l'implantation économique aux États-Unis. Et donc, ça fait en sorte qu'il y a des super bons incitatifs qui créent une compétition absolument énorme en ce moment pour justement l'implantation d'usines, etc. Et la raison du 13 milliards, c'est qu'on veut moduler en fonction. Dans le fond, ce qu'on assure à Volkswagen, c'est que à chaque année, il va avoir le financement qu'il aurait obtenu si c'était implanté aux États-Unis. Donc, c'est dans une logique de concurrence avec les États-Unis qu'on est comme obligé de donner autant d'argent pour avoir l'usine ici, parce que les États-Unis sont super généreux en termes de subventions en ce moment là-dessus. Il y a aussi le fait qu'il y a comme une espèce de course au développement depuis quelque temps là, par rapport à tout ce qui est les énergies vertes, à cause qu'il y a tellement de lois qui ont changé dans les derniers temps, des lois justement qui essaient de s'aligner sur les accords de Paris, sur tous les objectifs internationaux qu'on s'est fixés en termes de réduction des gaz à effet de serre. Ben là, ça fait en sorte que c'est pour ça qu'on a comme toutes ces politiques-là de transition énergétique. Et donc, nécessairement, si plein d'États en même temps commencent à avoir plein de politiques de transition énergétique, ça crée comme un rush, là, en quelque sorte, vers le développement, justement, des usines. Je veux dire, ça crée, c'est ça, une espèce de ruée vers les investissements et vers, dans le fond, pour chercher des opportunités d'affaires dans ce domaine-là. Et bref, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de compétition. Donc, tu sais, l'usine, Volkswagen, c'est pas eux qui ont à chercher une place pour l'implanter. Dans le fond, c'est tous les pays qui veulent avoir l'usine chez eux. Parce que, bon, c'est avoir une usine de batterie de voiture dans un ère où on va transitionner vers il semblerait, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, on verra bien, là, mais à une ère où on essaie de promouvoir la transition énergétique vers les voitures électriques, ben, c'est sûr que tout le monde veut avoir, une usine de batterie, parfait, on veut ça ici. Et c'est pour ça qu'il y a de la compétition absolument énorme en ce moment. Et là, ben, c'est justement, là, on commence à voir. Déjà, c'est un peu fou de vouloir transitionner aussi vite, mais en plus de ça, on est en train de créer une compétition tellement énorme que c'est rendu que le gouvernement, pour avoir des incitatifs qui sont concurrentiels avec, admettons, dans ce cas-ci, les États-Unis, on est obligé de déverser des milliards et des milliards. Et on le sait que le gouvernement Trudeau, c'est pas la première grosse dépense qu'il a faite. C'est le gouvernement le plus dépensier de l'histoire du Canada. Et là, ben, c'est ça, on est obligé de dépenser des milliards, ça équivaut à 4,3 millions par emploi. Et si on le pense dans une perspective aussi québécoise, pensez-y, là, l'usine était censée être ici, aurait pu être ici au Québec. Finalement, on n'a pas été capable de l'avoir. On n'avait pas vraiment les moyens pour, selon leur échéancier à eux. Et au bout du compte, on se ramasse à payer pareil par le biais du fédéral pour le développement économique de l'Ontario. Essentiellement, c'est ça qui s'est passé. On n'a pas eu l'usine, mais avec le fédéral, on se retrouve à payer une fortune pour développer l'Ontario juste à côté. En tout cas, encore un autre sujet que c'est ça arrête plus comment on se fait dilapider l'argent des contribuables. Mais pour être honnête aussi, dans le fond, la défense je pense que c'est François-Philippe Champagne, je pense son nom, le ministre de l'Industrie canadien, en tout cas le ministre Champagne, sa défense, c'est qu'il dit que dans le fond, l'implantation de cette usine-là va créer comme une espèce d'effet domino d'opportunités d'affaires, d'opportunités économiques. C'est-à-dire que c'est la première implantation de Volkswagen sur le territoire et ça va créer plein d'autres. Dans le fond, ça va affecter toute la chaîne d'approvisionnement dans le sens où tout ce que tu as besoin en termes de matériel pour créer les batteries, autant que tout ce que ça peut créer en bas de la chaîne d'approvisionnement, d'avoir des batteries comme ça, ça va pouvoir créer plein d'autres opportunités pour peut-être créer des usines de voitures, etc., etc. Donc, l'idée là-dedans est que il dit, on va avoir remboursé en quelque sorte la totalité de cet investissement-là après 5 ans, et d'ici 30 ans, il dit, on pourrait aller chercher, ça pourrait augmenter l'économie du Canada de 200 milliards. Donc,
C'est ça. Le but étant que c'est ça, cette usine-là serait comme une espèce de point de départ pour affecter tout l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et créer plein d'opportunités d'affaires partout. Ça demeure que l'investissement initial est assez important. Donc, qui a raison là-dedans? Est-ce que c'est vraiment, ça n'a vraiment pas d'allure d'investir là-dedans ou est-ce qu'il y a raison de dire que ça va créer de la richesse au bout du compte? C'est ça. Va falloir voir. Hein. Il y a beaucoup de plus en plus même de sceptiques par rapport aux voitures électriques. Là. Tout ce que ça prend en terre rare, d'un point de vue de la pollution, c'est pas nécessairement ça qui pollue le moins. Il y a beaucoup de monde qui ne croit pas là, que c'est les objectifs qu'on s'est fixés en termes de pour arrêter, dans le fond, les voitures à essence. C'est beaucoup de monde qui ne croit pas, qui disent qu'il va falloir qu'on abandonne ça parce que ça ne marchera pas. Est-ce que ce projet-là va vraiment avoir des retombées comme c'est annoncé? Il faudra voir. Bon, donc je pense que c'était tout pour moi ce soir. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.